Where in the world did that wheel come from as JD plows in the wall and evidently he... Arrived on the scene. Here's Ned with Jimmy. Well, thank goodness Jimmy Means is out here walking. Le 11 août 1991, un après-midi d'été apparemment ordinaire sur le circuit de Watkins Glen International, dans l'État de New York, s'est transformé en cauchemar, alors que les moteurs hurlaient, que la fumée de caoutchouc brûlé envahissait l'air et que la foule criait de joie. Personne ne se doutait qu'elle allait être témoin de l'un des moments les plus sombres de l'histoire du NASCAR. Le pilote portant le numéro 70, J.D. McDuffie, n'était pas une vedette, mais un visage familier du paddock. Ce jour-là, il participait à sa 653 courses, sans grande équipe, sans sponsor riche, sans gloire ni fortune, seulement porté par son amour pur de la vitesse. Pourtant, cet amour allait lui coûter la vie. La mort de J.D. McDuffie ne fut pas seulement un accident tragique, mais un tournant qui allait changer à jamais le NASCAR. John Delphus McDuffie Jr. est né le 5 décembre 1938 à Upper Little River Township, en Caroline du Nord. Il a grandi dans une famille modeste, dans une petite maison en bois, au cœur de la campagne américaine, où le bruit des moteurs résonnait depuis les garages voisins. Très jeune, J.D. s'est passionné pour la mécanique, le bruit des pistons, l'odeur de l'essence et de l'huile. Comme beaucoup de jeunes hommes du Sud, dans les années 1950, il a été attiré par les courses sur pistes de terre battue, qui fleurissaient un peu partout le week-end. C'est là, entre la poussière et les applaudissements, qu'est né un pilote, sans gloire, mais avec une foi et une volonté inébranlables. Dans les années 1960, le NASCAR commença à s'imposer dans tout le pays, alors que des légendes comme Richard Petty ou Cale Yarborough dominaient les classements. J.D. McDuffie, lui, évoluait à l'opposé du prestige. Il ne faisait partie d'aucune équipe d'usine, n'avait aucun grand sponsor. Chaque voiture, chaque moteur, il les préparait lui-même dans son petit garage à Sanford, en Caroline du Nord. Tandis que les autres pilotes bénéficiaient de techniciens et d'ingénieurs, J.D. travaillait seul, tard dans la nuit, les mains noircies de graisse et la lampe de poche pour seule lumière. On le surnommait le dernier véritable indépendant, car il refusait d'abandonner et continuait à courir, saison après saison, simplement par passion. Pendant près de 30 ans, McDuffie prit le départ de plus de 650 courses, sans jamais remporter la moindre victoire. Son meilleur résultat fut une 3e place à Albany-Saratoga en 1971 et il décrocha sa seule pole position lors du Delaware 500 en 1978. Mais pour lui, la victoire n'était pas un trophée, c'était une sensation, celle du moteur qui rugit, du public qui exulte, de la liberté pure. Dans une interview en 1988, il déclara « Je ne cours pas pour l'argent, je cours parce que j'aime ça ». Cette phrase résume toute sa vie, celle d'un homme poussé par la passion, pas par l'ambition. Dans les paddocks, J.D. était connu pour sa gentillesse, sa modestie et sa générosité. Quand une petite équipe manquait de pièces ou d'outils, il n'hésitait pas à aider, même s'il n'avait presque rien. On le voyait souvent avec sa combinaison tachée d'huile et son éternel sourire discret. Richard Petty disait de lui « J.D. n'a jamais gagné de course, mais il a gagné le respect de tous. Tout le monde l'aimait. » Sa ténacité et son humilité faisaient de lui un symbole du NASCAR authentique, ce sport né du courage, du travail et de la passion brute. Mais l'été 1991 allait marquer la fin tragique de ce parcours. Lorsqu'il prit le départ du Budweiser at the Glen, un circuit routier de 4 km serpentant entre les collines verdoyantes de l'État de New York, McDuffie avait 52 ans. Il pilotait encore son vieux Pontiac Nebra 70, préparé dans son atelier de Sanford avec l'aide de quelques amis. C'était sa 653 course, un record pour un pilote sans victoire. Qualifié 35 sur 40, il attira peu l'attention, comme souvent. Personne ne savait que ce serait la dernière fois que l'on verrait la voiture bleue numéro 70 filer sur le bitume. Quelques minutes plus tard, une simple défaillance mécanique allait lui coûter la vie et plonger le NASCAR dans le deuil. C'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais abandonné, d'un pilote qui a tout donné sans jamais lever un trophée. Une histoire qui montre comment l'amour de la vitesse peut devenir, en une fraction de seconde, une lame tranchante qui coupe net tous les rêves. La mort de J.D. McDuffie n'a pas seulement mis fin à une course, elle a ouvert une ère nouvelle dans la sécurité automobile. Une tragédie qui a changé à jamais le monde du sport automobile.
J.D. McDuffie n'était pas né pour être une star. Il n'avait ni le sourire éclatant d'un champion sponsorisé, ni les logos clinquants des grandes marques sur sa combinaison, ni une équipe puissante derrière lui. Il était mécanicien, père, ami et le symbole d'une époque révolue du NASCAR, celle où l'on courait encore avec le cœur plutôt qu'avec l'argent. Dans un sport de plus en plus dominé par la technologie et la finance, McDuffie incarnait la pureté originelle de la course, pilotée par passion, pas pour la gloire. Dès le début de sa carrière, il avait dû se débrouiller seul. Sans grand sponsor, il finançait son équipe avec ses économies, achetait des pièces d'occasion et reconstruisait lui-même chaque élément de sa voiture. À chaque départ, la Pontiac Neumise Oisante 10 portait les marques de cette lutte quotidienne, une carrosserie rapiécée, une peinture écaillée, un moteur réparé des dizaines de fois, mais sous cette apparente fragilité battait le cœur d'un artisan fier de son œuvre. McDuffie savait qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec des géants comme Hendrick ou Roush, mais il possédait quelque chose d'inestimable, une détermination que l'argent ne pouvait pas acheter. Dans les paddocks, on l'appelait affectueusement Old G.D. Il était toujours prêt à aider, quel que soit le problème. Un jour, une petite équipe, désespérée à cause d'une boîte de vitesse brisée avant une course, reçut de lui son unique pièce de rechange. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit simplement « Si eux ne peuvent pas courir, alors à quoi bon cette course ?» Ce geste, comme tant d'autres, fit de lui un homme respecté, aimé des fans comme des concurrents, même de ceux qui l'affrontaient roue contre roue sur la piste. Bien qu'il fût rarement en tête, McDuffie imposait le respect par son sérieux, sa rigueur et son courage. Il arrivait toujours tôt sur le circuit, vérifiait lui-même les freins, les pneus, puis mangeait son sandwich modeste dans un coin du garage. Pas de stratégie compliquée, pas d'équipe sophistiquée, juste lui, sa voiture et sa passion. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il avait dans le regard cette lumière des hommes qui croient profondément leur chemin, même quand ils savent qu'il ne les mènera pas à la victoire. Dans les années 1970, le NASCAR entra dans son âge d'or. Des millions d'Américains suivaient les courses à la télévision, les pilotes devenaient des héros nationaux. Mais tandis que beaucoup profitaient de cette notoriété nouvelle, McDuffie restait fidèle à lui-même. Ce qu'il aimait, c'était conduire. Quand un journaliste lui demanda s'il songeait à prendre sa retraite, il répondit calmement « Seulement le jour où je ne pourrai plus piloter ». Pour lui, la piste n'était pas un lieu de travail, c'était sa maison, l'endroit où il se sentait vivant. On le surnommait « l'homme de la loyauté ». Pendant près de 30 ans, McDuffie resta fidèle à Pontiac, sa marque de cœur. Alors que d'autres changeaient sans cesse d'équipe ou de constructeur, lui gardait la même voiture, la même philosophie. Malgré son budget limité, il croyait fermement que n'importe quelle voiture peut gagner si le cœur du pilote est assez fort. Cette phrase fut reprise dans de nombreux hommages après sa mort. Pour beaucoup de pilotes célèbres, voir McDuffie sur le circuit suffisait à leur redonner foi en ce sport. Les frères Petty, Darrell Waltrip ou encore Dale Earnhardt Sr. parlaient de lui avec une profonde admiration. À leurs yeux, McDuffie n'était pas un perdant, il était l'âme même du NASCAR. Il est le cœur de ce sport, déclara un jour Richard Petty. Tant que J.D. court, nous nous souvenons de pourquoi nous avons commencé. Raï. Mais derrière son sourire tranquille, se cachait la fatigue accumulée de longues années de sacrifice. L'argent se faisait rare, les sponsors disparaissaient, et McDuffie dut vendre une partie de ses biens pour maintenir son équipe en vie. Son épouse Imogen fut son soutien indéfectible. Elle notait les données, préparait les repas, faisait le café et dormait parfois avec lui dans le camion d'assistance pour économiser quelques dollars. Pour eux, la course n'était pas un métier, mais une mission, une passion partagée. Tant qu'il pouvait prendre le départ, il se sentait vivant. À 52 ans, McDuffie ne parlait toujours pas de retraite. Au contraire, il semblait apaisé, prêt à boucler sa carrière là où tout avait commencé pour lui, sur les circuits qu'il aimait. Il confia un jour à ses amis « Si je devais finir ma carrière quelque part, ce serait à Watkins Glen, c'est ma piste préférée. » Il aimait ses virages rapides, ses dénivelés, la ferveur de ses spectateurs. Personne ne se doutait alors que ces mots auraient une résonance tragique. Quelques semaines plus tard, sur ce même circuit, un minuscule défaut mécanique allait sceller son destin. L'homme qui n'avait jamais gagné allait quitter la piste pour toujours dans le silence d'un moteur qui s'éteignait à jamais. Le 11 août 1991, le ciel au-dessus de Watkins Glen était d'un bleu éclatant et l'air vibrait d'excitation.
C'était la 18e manche du championnat NASCAR Winston Cup Series, la fameuse course Budweiser at the Glen, l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison estivale. Plus de 40 pilotes s'étaient réunis sur le circuit de 4 km niché dans les collines verdoyantes de l'État de New York, un lieu chargé d'histoire, de triomphe et de drame. Parmi eux, la Pontiac NE 70 de JD McDuffie, aligné sur la grille en 35 positions. Peu de caméras s'attardèrent sur lui. Pour la plupart, il n'était qu'un vétéran obstiné, un survivant d'une époque révolue. Mais pour JD, c'était une course spéciale, sa 653, la preuve ultime de sa fidélité au NASCAR. Lorsque le feu vert s'alluma, le rugissement des moteurs fit trembler toute la vallée. McDuffie prit un départ prudent, gardant ses distances avec le peloton de tête. À 52 ans, il connaissait les limites entre la vitesse et la survie. Dans l'habitacle étroit, il tenait fermement le volant, concentré, calme, déterminé. Le vrombissement du moteur V8, la chaleur, l'odeur d'essence et de caoutchouc, tout cela faisait partie de sa vie, de son souffle. Mais au 5e tour, en abordant la section rapide connue sous le nom de The Loop, le destin frappa sans prévenir. La Pontiac de McDuffie se mit soudain à dériver légèrement, suivi d'un bruit métallique sec. En un instant, la roue avant gauche se détacha complètement. L'axe, appelé spindle, venait de céder, entraînant la perte totale des freins. La voiture, lancée à plus de 250 km/h, devint une masse d'acier incontrôlable. En une fraction de seconde, JD tenta de la diriger vers la zone d'échappement en herbe, mais c'était trop tard. La voiture percuta de plein fouet la barrière de pneus dans un fracas terrifiant. L'impact fut si violent qu'elle s'envola, fit un tonneau dans les airs et retomba à l'envers sur la pelouse. Une épaisse fumée noire s'éleva, des débris volèrent dans toutes les directions et la foule, pétrifiée, se tut. Juste derrière, le pilote Jimmy Means aperçut la scène d'horreur. Il raconta plus tard. « J'ai vu sa roue se détacher. On aurait dit qu'il n'avait plus de frein. Puis sa voiture s'est envolée. C'était inimaginable. » Means, à son tour, heurta légèrement la barrière, mais sortit immédiatement de son véhicule pour courir vers celui de McDuffie. Lorsqu'il arriva, le moteur fumait encore, la carrosserie était méconnaissable et McDuffie gisait inerte dans le cockpit. Les secours accoururent. Le drapeau rouge fut brandi. La course fut stoppée immédiatement. Pendant près de 2 heures, les équipes de sauvetage tentèrent de découper la carcasse tordue pour atteindre le pilote. Mais il n'y avait plus rien à faire. Le médecin du circuit confirma la terrible nouvelle. JD McDuffie était mort sur le coup. L'autopsie révéla une fracture de la base du crâne, provoquée par un mouvement brutal de la tête, aggravé par l'impact d'une roue détachée qui aurait pénétré l'habitacle par la fenêtre passager et frappé McDuffie à la mâchoire. Le choc avait été d'une violence, telle que son cou s'était brisé instantanément. Un silence glaçant s'abattit sur Watkins Glen. Dans la voie des stands, les mécaniciens restèrent immobiles, tête baissée. Sur les gradins, où régnaient quelques minutes plus tôt cris et drapeaux, il n'y eut plus un son. Des spectateurs pleuraient, d'autres quittaient la tribune, incapables de supporter ce qu'ils venaient de voir. Ce jour-là, le NASCAR montra son visage le plus cruel. Lors de la conférence de presse, Jimmy Means prit la parole d'une voix tremblante. « J'ai vu qu'il avait perdu le contrôle. J'ai tout de suite su que c'était grave. Quand je suis arrivé près de lui, j'ai dû fermer les yeux. Je ne pourrai jamais oublier cette image. Tous les pilotes savaient que la mort faisait partie du jeu. Mais quand elle emportait un homme comme McDuffie, quelqu'un qui ne courait ni pour l'argent, ni pour la gloire, seulement par passion, la blessure était plus profonde. Lorsque l'ambulance quitta le circuit, le public se leva spontanément pour applaudir. Un long applaudissement, triste, sincère, pas de trophée, pas de champagne, seulement le souffle du vent et la carcasse fumante de la voiture bleue NE 70. Pour le NASCAR, ce n'était pas qu'un accident, c'était un avertissement. Un rappel brutal que la vitesse a toujours un prix, celui de la vie humaine. Ce jour-là, Watkins Glen ne perdit pas seulement un pilote. Le circuit perdit une partie de son âme, celle d'un homme qui avait tout donné, et qui s'arrêta à jamais à 2 virages de la ligne d'arrivée. Immédiatement après l'accident tragique, un choc profond s'empara du monde de la NASCAR. Watkins Glen avait toujours été reconnu comme un circuit difficile et dangereux, mais jamais une tragédie d'une telle ampleur ne s'était déroulée sous les yeux de milliers de spectateurs. Lorsque le feu fut enfin maîtrisé, la voiture NE 70 fut ramenée vers les stands. Elle n'était plus qu'une carcasse tordue de métal brûlé. Le châssis était brisé,
La cellule de survie écrasée, le toit enfoncé jusqu'au niveau du siège. Personne ne doutait plus. Aucun être humain n'aurait pu survivre à un tel impact. La nouvelle se propagea à toute vitesse. Dans les garages, les mécaniciens, les ingénieurs et les pilotes restèrent figés, silencieux. Jimmy Means, qui avait tout vu depuis sa propre voiture, paraissait encore sous le choc. J'ai couru vers lui, raconta T-il plus tard, mais quand je l'ai vu, j'ai compris que c'était fini. J'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas croire ce que je voyais. Des légendes comme Richard Petty, Dale Earnhardt Sr. ou Darrell Waltrip baissèrent la tête. Tous savaient qu'ils venaient de perdre bien plus qu'un simple concurrent, un homme bon, respecté, passionné par la course. Quelques heures plus tard, les techniciens commencèrent à examiner les débris pour comprendre l'origine du drame. Les premières analyses révélèrent que le moyeu de la roue avant gauche, appelé spindle, s'était rompu net. La roue s'était détachée, privant la voiture de tout système de freinage. Lancée à près de 260 km/h, la Pontiac n'avait aucune chance de ralentir avant de frapper de plein fouet la barrière de pneus. Mais pourquoi cette rupture? Était-ce une défaillance du métal, une erreur d'assemblage, ou simplement la fatigue du matériau après des années d'utilisation? Personne ne put le dire avec certitude. NASCAR refusa d'ouvrir une enquête approfondie, qualifiant l'événement de « accident tragique mais inévitable ». La famille de McDuffie, elle, ne pouvait s'en contenter. Son épouse Imogen McDuffie et le sponsor Medford Speed mandatèrent la société Automotive Legal Services Inc. pour mener une expertise indépendante. Sous la direction de Phil Moza et Terry Shaw, chaque pièce du véhicule, du casque et du cadre de la fenêtre fut inspectée. Le rapport final fut glaçant. Après l'impact, une roue arrachée aurait pénétré par la fenêtre passager, frappant McDuffie au niveau de la mâchoire. Des traces retrouvées sur le cadre, la mousse du casque et le micro de communication confirmaient ce scénario. Le choc avait provoqué une fracture de la base du crâne et un brise instantané des vertèbres cervicales. La mort fut immédiate. Les enquêteurs ne purent toutefois déterminer la cause exacte de la rupture du moyeu, la pièce ayant été pulvérisée lors du crash. Aucune caméra embarquée, aucun capteur électronique n'existait à l'époque. Seulement des témoignages. NASCAR classa officiellement l'affaire comme un accident mécanique ayant entraîné un décès. Mais pour la famille McDuffie, la vérité semblait étouffée. En 1992, la famille porta plainte contre NASCAR et le circuit de Watkins Glen International, accusant les organisateurs d'avoir conçu une piste dangereuse et d'avoir utilisé des barrières insuffisantes. Les avocats soulignèrent que la zone de la courbe N°5, le loop, permettait des vitesses excessives sans chicane pour réduire l'élan et que la protection par pneus n'était pas conforme. Après 2 années de procédure, le juge fédéral Michael Teleska rejeta la plainte en 1993, estimant que McDuffie était un pilote expérimenté, conscient des risques, et que les normes de sécurité de l'époque avaient été respectées. Ce verdict provoqua un profond malaise dans le paddock, non par esprit de vengeance, mais parce que chacun savait que sans changement, un autre drame finirait par survenir. La pression médiatique força NASCAR à réagir. Dès 1992, Watkins Glen fut modifié. On ajouta la célèbre « bus stop chicane » sur la ligne droite avant la courbe Negré, réduisant la vitesse d'entrée de 250 à environ 180 km/h. On agrandit les zones de dégagement, installa des bacs à gravier, réorienta les murs de pneus et, dans les années suivantes, des barrières SAFER furent mises en place. Officiellement, personne ne prononça le nom de McDuffie, mais tous savaient que ces améliorations étaient faites grâce à lui. Pour les fans, J.D., McDuffie ne fut pas seulement une victime. Il devint un symbole, celui d'un homme dont la mort força un sport entier à évoluer. Son nom rappela à tous que le courage ne suffit pas. La responsabilité et le progrès doivent marcher ensemble. Et encore aujourd'hui, quand les pilotes abordent le loop à Watkins Glen, beaucoup lèvent instinctivement le pied, non pas par peur, mais par respect pour l'homme qui perdit la vie à cet endroit. Après les funérailles, un profond silence s'abattit sur le monde de la NASCAR. Des centaines de pilotes, mécaniciens et fans venus de tout le pays se rendirent à Sanford, en Caroline du Nord, la ville natale de J.D. McDuffie, pour lui dire adieu. Sur son cercueil, recouvert du drapeau américain, reposait son vieux casque, usé par les années, avec un mot écrit à la main, « Racing for love, not for fame ». Courir par amour, non pour la gloire. Ce jour-là, on ne pleura pas seulement un pilote, mais toute une époque.
celle des indépendants, des hommes qui réparaient eux-mêmes leurs voitures, qui se battaient sans sponsor et qui vivaient pour la passion plutôt que pour l'argent. La cérémonie fut simple, à l'image de l'homme qu'elle honorait. Pas de caméra, pas de discours officiel, seulement le vent qui soufflait doucement à travers le petit cimetière de Buffalo, où McDuffie fut enterré près de ses parents. Mais cette simplicité toucha tout le monde. Un journaliste écrivit « Il n'était pas un héros de la victoire, mais un héros de la persévérance ». Et en effet, avec 653 départs sans la moindre victoire, J.D. McDuffie devint le symbole de la ténacité et du dévouement absolu. Dans les années qui suivirent, son héritage se fit sentir à travers chaque amélioration de la sécurité. La nouvelle bus stop chicane de Watkins Glen devint un symbole de changement et de respect. Chaque fois qu'une voiture y passe, certains spectateurs murmurent encore son nom. Dès 1994, NASCAR commença à étudier plus sérieusement les dispositifs de protection de la tête et du cou, ouvrant la voie au développement du système HANS, Head and Neck Support, qui sauvera plus tard d'innombrables vies, bien que ce système ne devint obligatoire qu'après la mort de Dale Earnhardt Sr. En 2001, plusieurs experts dirent « Si NASCAR avait tiré les leçons de McDuffie, Earnhardt serait être encore en vie ». Sa femme, Imogen, resta vivre à Sanford, menant une vie simple. Elle assistait parfois à des courses locales, juste pour écouter le rugissement des moteurs, ce son qui lui rappelait son mari derrière le volant, toujours souriant. Dans une interview, elle confia « Il aimait chaque minute passée dans la voiture, même quand personne ne le regardait. S'il en avait la chance, il conduirait encore aujourd'hui. » À sa mort, en 2021, les habitants de Sanford organisèrent une petite cérémonie en son honneur, exposant une photo du couple à côté d'une miniature de la Pontiac Nimira 70, symbole d'amour, de loyauté et de passion éternelle. Dans la communauté NASCAR, McDuffie devint le visage des héros silencieux. Pas de trophée, pas de titre, mais un respect que beaucoup de champions n'obtiendront jamais. La légende Richard Petty déclara un jour « JD n'a jamais abandonné. Il n'avait ni argent ni sponsor, mais il avait du cœur. Et sur la piste, c'est le cœur qui fait la différence. » Au fil des années, NASCAR lui rendit plusieurs hommages. Lors du Coca-Cola 600 de 1992, une minute de silence fut observée en sa mémoire. En 2018, l'équipe Front Row Motorsport présenta une livrée spéciale, la Throwback Zep Zero, sur le circuit de Darlington Raceway, avec une simple inscription « In Memory of J. D. McDuffie ». Pas de paillettes, pas de spectacle, seulement du respect. Mais le véritable héritage de McDuffie ne réside pas dans les cérémonies ou les couleurs de voiture, il réside dans la leçon humaine qu'il a laissée. Son histoire rappelle que le sport automobile n'est pas seulement une question de vitesse et de technologie, mais aussi de courage, de passion et de sacrifice. Sa mort a rappelé à tous que derrière chaque voiture de course se cache un être humain prêt à risquer sa vie pour vivre son rêve. Aujourd'hui, lorsque les pilotes enfilent leur combinaison ignifugée, ajustent leur casque en fibre de carbone et attachent le système HANS, peu se souviennent que ces avancées ont été payées par le sang d'hommes comme J.D. McDuffie. Il n'a jamais gagné une seule course, mais il a vaincu le destin par la façon dont il a vécu, conduit et aimé son sport. Un héros discret, dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire du courage et du dévouement. De nombreuses années se sont écoulées depuis ce sombre jour à Watkins Glen, mais le nom de J.D. McDuffie continue de résonner dans le cœur des passionnés de NASCAR, non pas pour ses victoires, mais pour ce qu'il représentait, la persévérance, la passion et la pureté d'un amour sincère pour la course. Dans un monde où la plupart des pilotes rêvent de gloire, de fortune et de projecteurs, McDuffie avait choisi un autre chemin, celui des travailleurs acharnés, des indépendants qui réparaient eux-mêmes leurs voitures et conduisaient par nécessité autant que par passion. Son image, celle d'un homme au visage buriné, au regard déterminé et au sourire discret, debout à côté de sa Pontiac Noro 70, est devenue un symbole des vrais coureurs, ceux qui ne renoncent jamais, même lorsqu'ils sont condamnés à vivre dans l'ombre des grandes équipes. McDuffie n'est jamais monté sur un podium, n'a jamais levé un trophée, mais il a gagné quelque chose de bien plus rare, le respect éternel. Lorsqu'on évoque son nom, on ne parle pas de défaite, mais de courage, d'humanité et de cette volonté de continuer, malgré tout. Dans l'histoire de la NASCAR, rares sont ceux qui ont atteint le statut de légende sans avoir jamais gagné, et J.D. McDuffie en fait partie.
Il n'était pas seulement la victime d'un accident tragique, il fut aussi celui qui força tout un sport à se remettre en question. Sa mort fit comprendre à la NASCAR qu'il n'existe aucune limite à la sécurité et que chaque pilote, au-delà des machines et des chiffres, est avant tout une vie précieuse. Depuis, chaque règle, chaque amélioration, qu'il s'agisse des zones de dégagement, des barrières, des casques ou du système HANS, porte en elle une part de son héritage. Sur les forums et dans les discussions de fans, on cite encore l'une de ses phrases prononcées en 1988, « Je ne cours pas pour l'argent, je cours parce que j'aime ça ». Une phrase simple, mais devenue un véritable credo pour toute une génération de pilotes. Car la vitesse, la vraie, ne naît pas des moteurs ou des sponsors, mais du cœur. Et la vie comme la mort de McDuffie rappelle que la passion peut être plus forte que la peur. Aujourd'hui encore, lors des week-ends NASCAR à Watkins Glen, les spectateurs déposent chaque année un petit bouquet de fleurs au virage de Loop, là où McDuffie perdit la vie. Une plaque rend hommage à sa mémoire. In memory of J.D. McDuffie, 1938-1991. He never won a race, but he won our hearts. Yeah. À la mémoire de J.D. McDuffie, il n'a jamais gagné de course, mais il a conquis nos cœurs. Aucune statue, aucun trophée, aucune cérémonie officielle, seulement le respect silencieux de ceux qui se souviennent. Son héritage vit dans chaque tour de piste, dans chaque rugissement de moteur, dans chaque jeune pilote qui rêve de courir avec la même sincérité. Car au fond, les légendes ne naissent pas des victoires, mais de la manière dont elles vivent, se battent et s'en vont. Et dans toute l'histoire de la NASCAR, personne n'incarne mieux cette vérité que J.D. McDuffie, l'homme qui n'a jamais remporté une seule course, mais qui a gagné le cœur du monde du sport automobile.